Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 27e Batcast, le podcast destiné aux fans de Batman. Au programme, aujourd'hui, 17 décembre 2019, ouais on enregistre un peu tard donc il fallait bien que j'annonce, retour sur nos lectures Batman du mois de novembre, un petit coup d'œil sur les sorties du mois de décembre qui sont donc déjà sorties, et notre deuxième partie sera consacrée à deux débats aujourd'hui parce que oui, ça ne nous suffisait plus. Donc la première partie des débats, ce sera sur une suite autour du film Joker qui a été évoqué, on va en parler un petit peu rapidement. Puis un gros sujet puisque c'est la fameuse Snyder Cut qui va nous intéresser puisqu'elle est revenue sur le devant de la scène avec quelques posts sur les réseaux sociaux, notamment des acteurs du film. On y reviendra dessus un peu plus tard. Ce soir pour m'accompagner, plusieurs rédacteurs du blog avec tout d'abord Alex. C'est moi. C'est Coucou. toi Alex. Coucou. Non, mais parce qu'il y a deux Alexandre. Il y Eh a oui, deux. mais tu sais que le deuxième Alex, c'est Pelli. C'est vrai. C'est vrai. Salut. Salut Pelli. Et puis un nouveau, je crois que c'est la première fois qu'il enregistre un podcast en tant que rédacteur Batman Legends, parce qu'il était déjà venu en tant qu'invité, c'est Siegfried Wurz. Salut Siegfried. Bonsoir. Salut. Salut. Et enfin, puisqu'il nous fallait quand même un invité, on a invité notre spécialiste cinéma, puisqu'on va parler de cinéma, et la surprise est grande, puisque c'est Mo, de la place du milieu, qui est avec nous. Salut, tout le monde va Salut bien? Mo. Ouais, écoute, ça va et toi? Bon bah super, tout va bien. En pleine forme. Super. Super. Écoute, on t'accueille encore une nouvelle fois sur le podcast avec un grand plaisir. Tu vas devenir notre spécialiste cinéma. On est en rigolé la dernière fois que tu es venu, il y a pas longtemps d'ailleurs, je crois qu'il y a un mois ou deux. Et au final, t'es encore là pour parler de cinéma avec nous. Ah ouais, mais moi je suis sur le palier de la porte, hein, moi. Là, Batman Legend, je suis devant la porte en fait, toujours. Hein. Tu es pas très T'as loin. ton paillasson juste pour toi. Ah oui, j'attends toujours et puis hop, ça s'ouvre tout le temps. Pour ceux qui ne t'auraient pas découvert à travers un ancien podcast, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ben, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Place du Milieu, où j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films. Et puis aussi à côté, je suis comédien. Voilà. Eh ben voilà, c'est super, c'est bref, c'est concis, c'est précis, c'est tout ce qu'on adore. Non, exactement. On enchaîne avec donc nos lectures du mois de novembre et on va attaquer avec alors le Batman bimestriel numéro 3 qui a été publié en novembre. Petite particularité des bimestriels, c'est qu'ils vont reprendre les récits Batman notamment principaux, donc Batman Rebirth, Batman Detective Comics par exemple. Donc on va laisser ça de côté parce qu'on les traite dans leur sortie librairie, et on va s'attaquer à la deuxième partie de ces bâtons bimestriels qui est consacrée à un récit complet. Et le récit complet du jour, c'est le fameux récit complet consacré à l'épouvantail qui se nomme Kings of Fear. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Siegfried? Je sais que tu l'as lu. Tout à fait. Alors d'abord, juste pour parler du volume dans son ensemble, c'est un volume qui est extrêmement hétéroclite et je comprends pas vraiment l'intérêt de mettre les excellentes aventures du Batman de King, puis des trucs assez honteux de James Robinson en plein milieu dans Detective Comics et enfin à la fin un récit Kings of Fear qui n'appartient même plus à cette continuité. Enfin, c'est assez chaotique et je comprends que les gens aient un peu de mal à s'y retrouver parce qu'on mélange des continuités, on mélange des runs, on mélange des dessinateurs, on mélange même des optiques totalement différentes et bon, je trouve qu'on est à une époque où on a besoin de clarification et c'est pas le genre de comics Eh ouais, non mais là carrément, mais qui apporte ce qu'il faut. après, malheureusement, je pense que c'est que temporaire. Je pense que ça va être voué à disparaître un jour. Hein. On en parle souvent, mais je pense que le kiosque, malheureusement, en France, et peut-être même dans d'autres pays, ça va disparaître tout simplement. Donc, je pense que c'est le dernier essai d'Urban pour essayer de sauver le kiosque. Du coup, l'essai est intéressant puisqu'il y a des bonnes choses et des choses beaucoup moins bonnes. Enfin, clairement, la partie Detective Comics, c'est vraiment, Ouais. c'est moche, et c'est pas bien, quoi. Okay. C'est fou de se dire que ça se passe en parallèle des Batman de Tom King, qui sont au moins magnifiques, à défaut d'être intéressants. Enfin, ils sont polémiques quant à leur fond, mais leur forme fait quand même consensus. Et donc, il y a ce fameux Kings of Fear de Kelly Jones, qui est très étrange. Je sais pas si vous avez vu ou regardé au moins quelques dessins. C'est extrêmement baroque. Moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. Effectivement, c'est très particulier. Alors, ça reste du Kelly Jones qui, je pense, dans une histoire comme Kings of Fear qui se consacre à la peur. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance qui se dégage un peu du récit. Je sais pas ce que t'as trouvé, Ouais, mais. tout à fait. Je trouve juste qu'il faut un certain temps quand même pour que ça se mette en route et qu'au début, ça paraît juste
un peu trop grotesque. Il y a des choses qui vont clairement pas en termes de dessin. On se demande mais quel lien ça peut avoir avec la continuité. Enfin, au début, c'est assez déboussolant et pas toujours très réussi. Et puis tout à coup, à partir du numéro 3, je rappelle que c'était publié en 6 fascicules à la base. À Tout à partir du fait. troisième, ça devient vraiment excellent parce qu'il y a des touches d'humour qui tout à coup font vraiment mouche. Et surtout, il y a l'épouvantail qui arrive vraiment sur le devant de la scène. Et on comprend qu'en fait, c'est une aventure fondamentale pour comprendre la relation entre Batman et l'épouvantail. L'épouvantail qui est un méchant qui est quand même relativement négligé, enfin qui est très important dans les jeux Arkham, mais qui est quand même relativement négligé, enfin qui est jamais très intéressant dans les comics, alors que là c'est juste un des récits essentiels pour comprendre, quel intérêt il peut avoir par rapport à Batman, pas juste quelqu'un qui va le noyer sous des neurotoxines pour lui faire peur, mais Ouais, tout à fait. quelqu'un qui comprend la peur et qui s'adresse au chevalier qui vit par la peur, qui est nourri par la peur, qui n'existe que grâce à la peur. Et voir la relation entre ces deux personnages-là, c'est vraiment très intéressant et très chouette. Donc je recommande vraiment, surtout si vous avez aimé le Batman Ego de Darwin Cook, puisqu'on est vraiment exactement sur la même optique de Batman qui réfléchit sur lui-même, en l'occurrence grâce à l'épouvantail qui est un excellent catalyseur de tout ce qu'on peut penser sur Batman. Oui, tout à fait. Alors, faut juste rappeler au scénario, du coup, c'est Scott Peterson. Même si Kelly Jones est un grand nom, et j'ai l'impression qu'on parle plus, comme tu l'as fait, du récit de Kelly Jones, plutôt que de Scott Peterson, alors que c'est lui le scénariste. Mais c'est vrai que, alors que d'habitude c'est l'inverse, on parle plus du scénariste plutôt que du dessinateur. Mais les dessins de Kelly Jones, ils sont pour beaucoup et ils attirent vraiment le récit à lui par rapport à ça. Si je me souviens bien, ils ont vraiment collaboré sur la partie scénaristique, mais effectivement, Ah c'est ouais, vrai que bah je sais pas, c'est aussi peu autre parce chose. que ouais, alors effectivement peut-être parce que c'est vrai que alors, je sais pas, il est pas noté dans les scénaristes au niveau du récit, donc je sais pas si quel a été son rôle, est-ce qu'ils ont vraiment collaboré ou pas, du coup j'ai un petit doute, mais bon, ça m'étonnerait pas parce que c'est vrai que Kelly Jones il est quand même réputé pour ses récits un petit peu horrifiques. D'ailleurs c'est lui qu'on avait retrouvé sur le crossover entre Batman et Dracula il y a quelques années. Là, je regarde Euh, par exemple dans la fin du volume 6, on a vraiment Kings of Fear by Scott Peterson and Kelly Jones. Il n'y a même pas de séparation dessinateur-scénariste parce ah que ouais, les deux ont une ok, importance. Enfin, on va retrouver ça ok. exactement avec Batman Anarchy où c'est pareil, Tu on l'as n'a pas de trouvé distinction entre ouais sur le scénariste et net parce que dessinateur. ouais sur le net parce que du coup sur la publication urbaine tu vois il est pas du tout notifié Oui, ben, même sur le sixième numéro. Ouais. sur la Bon. dernière planche du Batman 6 et du Kings of Fear 6, on Ouais, a ouais. la mention by Scott Peterson and Kelly Jones, qui est assez importante, je trouve, parce qu'on retrouve vraiment complètement l'esprit de Kelly Jones, effectivement. Ouais, effectivement, c'est carrément. Je pense que le récit est fait pour lui, quoi. Tout à fait. Ok, King of Fear. Alors c'est vrai que alors juste avant d'enchaîner très rapidement, tu comprends le fait qu'il le sorte plutôt dans ce format-là plutôt que de le mettre dans un récit complet en librairie. C'est un peu court pour le sortir en récit complet. Et surtout, Oh, le on en comics, a vu, tu vois, oui, par bien sûr, exemple, mais Killing Joke, c'est bien plus court, par exemple, et puis il a fait l'objet ouais, mais d'une ça a rien à suite. voir. Non, mais on est d'accord, on n'est pas sur le même type de récit, hein, on est d'accord. Justement, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible et ils le font pas forcément. oui, mais justement, le problème de Kings of Fear, c'est que c'est pas du tout un récit culte. C'est un récit qui est connu de quelques initiés et encore pas forcément. Oui, Et bien sûr. il risquerait de passer complètement inaperçu. Enfin, ça serait une perte sèche pour Urban. Donc quelque part, c'est un, Ouais, tu trouves enfin, ça c'est cohérent pas par forcément rapport cohérent, mais à... enfin, on comprend qu'il y a une démarche commerciale derrière qui est que si on veut certaines aventures de Batman qui sont vraiment très chouettes de Tom King, il faut aussi acheter celui-là et du coup on découvre un récit qui est assez chouette. Mais du coup en mélangeant, on s'adresse aussi à des publics différents qui peuvent du coup découvrir différentes choses. Donc ouais, c'est juste qu'il fallait le faire paraître de toute façon parce que c'est une aventure qui est vraiment importante pour l'épouvantail. L'épouvantail, on sait qu'il va peut-être revenir, enfin c'est un personnage qui va reprendre de l'importance. Mhm. Et quelque part, c'est une bonne manière pour inciter les gens à l'acheter, sachant qu'ils l'auraient probablement pas acheté en récit complet, mais c'est Ouais. un petit peu dommage parce que du coup on se retrouve face à un récit qui est vraiment très enfin face à un volume qui est vraiment très hétéroclite et on s'y perd un petit peu quoi. C'est dommage, mais ce récit-là vaut vraiment le coup d'être lu et rien que pour ça je recommande vraiment le volume. En plus des Ouais, aventures il de est Tom hyper King au début qui intéressant. sont superbes. Voilà, après les Red Shot Top King, effectivement, on peut les retrouver en librairie, mais sur le récit de Kings of Fear, il est vachement intéressant. Moi, je trouvais ça cool. Euh, dommage que ça sorte pas un peu vers la période d'Halloween, ça aurait été cool. Mais moi, j'aime bien les récits comme ça à la période d'Halloween. On va enchaîner sur le deuxième récit. Tu parlais de Tom King tout à l'heure, et du coup, je vais passer la parole à Alex pour qu'elle nous parle du tome 10 de Batman Rebirth. Oui. Alors, je l'ai lu il y a fort lointain, donc je me souviens plus trop. Mais non, ça date juste de quelques semaines. Ah oui, je crois. Non, j'ai lu plein d'autres trucs entre-temps. Du coup, on est au 10e tome et Tout à fait. ça
ça commence à être un peu long. Dans le sens que qu'on est toujours sur un beau récit. Tom King fait de très belles choses. Il y a eu évidemment des moments phares avec le mariage, avec différentes choses, mais là ce tome-là est un peu décousu, plein d'histoires. J'ai pas du tout accroché. Je l'ai lu en plusieurs fois. Je l'ai peut-être dit une fois, mais quand je lis plusieurs fois un comic, c'est vraiment que la lecture est pénible et longue et on est beaucoup moins dedans. Et du coup, j'ai pas apprécié ce dixième tome. T'as pas accroché. Non, je suis un peu déçue et je me dis, bon là, j'ai vu en sortie de janvier, il y a le 11e. Ouais. C'est toujours pareil quand on est dans de longues séries comme ça. C'est soit on espère ça remonte avec une intrigue, je sais pas, avec un moment phare aussi comme il y a eu pour le mariage, mais bon, hein, peut-être un peu moins marketing. Soit on est sur quelque chose qui commence à lasser et du coup c'est mauvais. Ouais, Donc, bah après, tu vois, moi, je suis pas du tout du même avis. Je sais pas, je sais que Siegfried l'a lu. Peut-être que tu en as eu un autre avis, Siegfried. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'effectivement, on va essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de récits que l'on va évoquer ce soir. Et surtout, j'ai ma review que j'ai écrite sur le blog. Donc, ceux qui veulent avoir mon avis complet, ben, je vous invite à aller sur le site Batman Legend et de regarder ma review. Parce que moi j'ai bien aimé le côté psychologique qui est mis en place et c'est un petit peu le centre d'intérêt du run de Tom King. Donc voilà, je sais pas toi Siegfried, je te laisse la parole, c'est ce que t'en as pensé. Peut-être que t'as eu une autre vision encore que nous deux, ou t'es plus proche de ce que moi j'ai pensé ou de ce que Alex a pensé, je sais pas. Alors moi j'ai vraiment adoré, donc il faut savoir déjà que c'est le début de l'arc Nightmares, qui est un Hmm. arc durant lequel Batman fait une succession de cauchemars. C'est pour ça que chaque numéro est est indépendant des autres. Enfin, ils se suivent dans le sens où c'est Il est indépendant, mais il y a quand même des liens. Si tu oui, bien regardes sûr, bien, il y a quand même c'est une continuité de cauchemar, mais chaque fois, il y a une identité à la fois graphique et narrative qui est vraiment différente. On pourrait avoir un numéro complètement muet de course-poursuite, par exemple, et puis un autre où c'est juste un dialogue entre deux personnages qui n'ont rien à voir avec Batman. Enfin, on a vraiment des choses qui sont extrêmement diverses. Donc, moi, les avais lus en VO à l'origine, et en VO, c'est extrêmement fatigant parce qu'effectivement, on attend plusieurs semaines pour avoir un fascicule, et ça ressemble à un filler parce que du coup, on est face à 20-25 pages où l'intrigue principale du run de King n'avance pas du tout. Et donc, ça peut être un peu exactement. frustrant. Mais d'où l'intérêt vraiment d'avoir ça sous forme de volume, parce que du coup, on comprend la démarche générale, on n'attend pas pour la publication des numéros suivants, mais on a tout dans le même volume, et on apprécie beaucoup plus, je trouve, le sens que chacun apporte, et on apprécie vraiment la méditation que Tom King essaie d'apporter sur le personnage de Batman, et on voit surtout à quel point c'est une méditation et pas juste du filler comme on pourrait le craindre de temps en temps. Et puis les dessins sont absolument magnifiques. Enfin, comme je disais, il y a une identité visuelle qui est différente à chaque Oui, il y a numéro. beaucoup d'artistes qui travaillent dessus, parce que chaque chapitre, comme tu dis, est dédié à un artiste. Et donc, on a du Michael Ranin, du Yannick Paquette, du Lee Wicks, il me semble aussi, Tout à fait, du Fornest, Amanda du Gerard. Conner. Hmm. Donc, Et, effectivement, c'est très hétéroclite de ce côté-là. Mais et, malgré tout, ça reste cohérent parce que oui, tout à on est à fait. chaque fois dans un rêve différent. Donc, D'autant que chacun apporte vraiment ce qu'il sait faire à l'aventure qu'il est en train de dessiner. Donc le but, c'est pas juste une série de fillers parce qu'il fallait, pour produire plus vite, confier une aventure à chaque dessinateur. Chacun apporte vraiment quelque chose de différent, et cette succession, elle fait vraiment sens pour distinguer l'atmosphère de chaque aventure. Et on a des choses qui sont, enfin, de toute façon, la grande force pour moi de Tom King, c'est qu'il sait s'entourer de dessinateurs exceptionnels et qu'il les dirige extrêmement bien. Et tous les dessinateurs qui travaillent avec Tom King sont vraiment à leur meilleur quand ils travaillent avec lui, parce que il sait vraiment cadrer l'aventure, il comprend ce qu'ils savent faire et il les pousse à faire au mieux. Effectivement, on a des choses absolument magnifiques Fornes, il a jamais été aussi bon qu'ici, dans une espèce d'imitation de Mazzucchelli qui est vraiment très réussi. ouais. On a eu du Gerard, du Gerard, de toute façon, on sait qu'avec Tom King, il est toujours sublime. On a vraiment de très très jolies choses. Et je comprends tout à fait le point de vue d'Alexandra. C'est vrai que c'est assez difficile à suivre. Et Oui, et puis c'est sans vrai que qu'il ça n'a y a pas quand été. même, il y a quand même vachement cet aspect où la trame principale n'avance pas, puisque du coup, oui, on c'est ça s'arrête, qui m'a voilà, dérangé, c'est dans le ça. tome C'est précédent, on plutôt, s'arrête avec un gros cliffhanger qui ne va oui, prendre effectivement. suite que dans le tome suivant, en fin de compte. Ouais. Bah après, oui, en termes de dessin, je suis tout à fait d'accord. Je suis devenue une très grosse fan de Lee Weeks, depuis notamment le Batman et Wonder Woman. Mhm. C'est sorti du coup, je me rappelle plus. Mais en termes de dessin, c'est magnifique. Hein, je commence vraiment à m'impatienter des longues séries comme ça où il y a certains tomes qui sortent de la trame. Alors, des fois, ça peut être bien, hein, mais là, j'étais plutôt dans l'attente
de continuer la trame et de m'investir encore plus, quoi. Surtout qu'on promet le fameux combat contre Bane, etc. Donc bon, Bah, voilà, je pense que c'est un peu pénible. sachant quand même qu'on sort pas du tout de la trame, parce que tout le combat contre Bane ensuite va être extrêmement influencé par le fait que Batman a subi cette série de cauchemars qui en fait, enfin, c'est pas qu'on sort de la trame, c'est plutôt que on allonge encore, on alourdit. Et il y a pour beaucoup de gens, ça commence à être difficile d'aller sur le 10e, le 11e, le 12e, que ce soit au niveau du prix, de la place chez soi, ou tout simplement parce que je bosse aussi en librairie et que les gens ont cette demande d'avoir des récits compacts, tu vois, de un tome ou un ou deux, et là ça fait long. Après, Tom King a toujours dit qu'il ferait 100 numéros. Bon, finalement, il va s'arrêter à 85, donc on sait où il veut aller. Il a annoncé qu'il voulait vraiment briser Batman pour le reconstruire complètement ensuite. Et c'est vraiment dans Nightmares que, Nightmares participe vraiment à cette destruction de Batman pour la recomposition. Donc il fallait vraiment ce numéro-là qui est vraiment essentiel, parce qu'il s'il faisait juste des numéros d'action et qu'on avait tout de suite le combat contre Bane, on perdrait complètement cette dimension de compréhension de qui est Batman, de travail de qui est Batman. Et on se retrouvait avec une espèce de run à la Morrison où on a des combats tout le temps et qui manque un peu de méditation. Là, quelque part, c'est assez expérimental et c'est vraiment très fort de parvenir à proposer presque une dizaine de numéros qui ressemblent à des fillers et qui sont juste là pour montrer à quel point Batman est cassé à l'intérieur et pour qu'on se demande mais comment est-ce qu'il va faire pour se reconstruire. Et je ne spoile pas, mais j'ai un peu lu la suite et ça va vraiment être long. On ne spoil pas. Ça va vraiment être passionnant le processus de reconstruction. Et justement, c'est le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'il se reconstruit après cette crise. Et si la crise était trop courte, on n'apprécierait pas la reconstruction qui vient ensuite. Donc moi, c'est vraiment essentiel dans la réflexion de Tom King. Et c'est essentiel pour nous. Je suis d'accord avec toi, mais j'aime bien avoir aussi l'autre avis, comme quoi c'est long, tout simplement. C'est long. Ouais, non, mais c'est sûr que ça commence à être long. Mais bon. Sur ce, je coupe court à ce débat et on enchaîne sur le site parce que sinon on n'aura jamais le temps de faire quoi que ce soit. Et on se donne rendez-vous en janvier pour le tome 11 alors. Le prochain récit que j'aimerais qu'on évoque, c'est le fameux Batman versus Deathstroke qu'a lu Alexandra. Oui. C'est nul parce que je suis toujours sur le même avis. C'était pas très foufou. Ouais. J'ai beaucoup de temps à aller dessus. Alors, ce qu'on essaye de nous dire à travers ce comic, c'est la relation père-fils. On a deux points de vue, c'est-à-dire on a le point de vue d'Alfred, le mentor de Batman, et le point de vue du mentor à Deathstroke. J'ai plus son nom parce que pareil, je l'ai lu il y a un petit moment. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je me rappelle plus. Et du coup, ces deux-là s'entendent bien, donc Alfred est le mentor de Deathstroke, et essaye un peu de les aider. Bon, après on a un VS Batman Deathstroke peu intéressant, qui n'apporte pas grand-chose ni à l'un ni à l'autre. Deathstroke, on est sur des stéréotypes qu'on connaît pas mal sur lui, solitaire, qui est dans sa matrice, qui est là que pour tuer. Je pense que c'était pas très indispensable de faire ce comics-là. Ça apporte ni à l'essence même de Batman, ni à Deathstroke. Et voilà. T'apprends rien dans ce comics. Non, t'apprends rien. Après, c'est pas nécessaire d'apprendre. Hein. Il y a des lectures très fun comme ça où c'est de l'aventure et ça distrait. C'est ça aussi, hein, lire des comics, c'est se distraire. Mais là, c'est un peu redondant en fait, que ce soit pour l'histoire même de Batman que pour l'histoire même de Deathstroke. Ok, donc lecture plutôt à déconseiller par rapport à ce qui est sorti à côté. Et ce qui est sorti à côté, ça peut être aussi par exemple le Batman qui rit de Scott Snyder et Jock. Je sais que Siegfried, tu l'as lu, et Alex aussi, mais je vais laisser la parole du coup à Siegfried pour nous parler un petit peu de ce Batman qui rit. Moi perso, je viens juste de finir la lecture et je suis en train d'en préparer la review. Donc je vous laisse en parler et comme ça je vais pouvoir m'inspirer de ce que vous dites pour faire la review. Non, je plaisante. Vas-y Siegfried, je te laisse la parole. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que Snyder a fait récemment avec les métal et ses versions alternatives de Batman.
Tout à fait. Et on a à la fois les qualités et les défauts de ça. La qualité principale, c'est explorer d'autres continuités de Batman, voir ce que Bruce Wayne a pu devenir dans des univers alternatifs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est Batman trouve des cadavres de Bruce Wayne, donc qui viennent d'univers alternatifs, et qui ont tous l'air d'être morts heureux, d'avoir vécu une bonne vie. Parce qu'ils ont pris des sentiers différents, ils ont épousé Selina Kyle, ils sont devenus maires en arrêtant d'être Batman. Bref, ils commencent vraiment à douter de sa vocation. On a aussi, je rappelle, le Grim Knight, c'est si Joe Chill avait laissé tomber son pistolet après avoir assassiné les Wayne et que Bruce Wayne avait pris le pistolet, il l'avait tué. Donc on a vraiment des idées très intéressantes de réfléchir au potentiel de Batman, et avec un dessin inégal de Jock, mais qui s'accomplit vraiment dans certaines scènes de cauchemar. Mais c'est le problème de Snyder, c'est que la fin est enfin, j'ai trouvé la fin vraiment très brouillonne, et surtout quand on se dit qu'il va falloir qu'on revienne à un status quo ensuite, parce que c'est une aventure qui est en continuité, avec une fin qui a un gros cliffhanger, mais qui annonce juste une espèce d'anarchie par la suite. C'est pas forcément très intéressant, et c'est dommage parce que je me dis que ça aurait pu être vraiment passionnant s'il avait fait ça hors continuité dans son univers à lui, plutôt que d'essayer de faire un truc qui va prendre beaucoup trop d'ampleur et dont on comprendra pas comment ça peut avoir aussi peu de répercussions sur Ouais. sur la continuité. Ouais, c'est souvent le problème de Snyder, c'est qu'il veut toujours voir les choses en gros, faire de gros projets, de gros trucs alambiqués, et en fin de compte, il est toujours bloqué par cette continuité qu'il essaie de rattacher à tout prix à son run, enfin, à ses histoires, et à chaque fois, c'est un peu le même truc, quoi. On avait le même souci sur son run principal sur Batman, quoi. Tout à fait. Et comme souvent chez lui, ben, la conclusion, elle est décevante, quoi. La manière dont ils battent le Batman qui rit. Bon, on nous promettait un peu mieux, quoi. On nous promettait quelque chose de tellement épique que finalement, il faut conclure, malheureusement. Il faut qu'il arrive à faire une fin dramatique satisfaisante, et il fait juste le boulot et pas plus. C'est un peu dommage. Vu le concept qu'il avait à la base, on espère des merveilles, et Scott Snyder n'est pas capable, j'ai l'impression, de faire des merveilles sur ses conclusions, et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, ça, c'est vraiment un problème récurrent chez lui. C'est aussi ton avis, Alex? Oui, oui, globalement, c'est mon avis par rapport à Snyder et son envie de voir en grand et de finir. Après, pour l'homme Thierry, j'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Au niveau du dessin, pour moi, Le Joke, Batman c'est Kerry, je veux parfait. dire. Le Batman Thierry, pardon. Parce que l'homme Kerry, c'est un autre Ouais. truc. C'est au niveau du dessin, c'est impressionnant. Enfin, je pense que ça colle vraiment au récit, à ce que veut transmettre Snyder. Pour moi, on peut le lire indépendamment des Batman Metal. On n'est pas obligé d'avoir lu la série Oui, pour ça peut comprendre. effectivement Ça, se lire c'est indépendamment, mais c'est mieux d'avoir lu Metal si on veut vraiment comprendre tout l'ampleur du récit, ouais quoi. Je pense. pour oui pour avoir une vision d'ensemble, moi, ce que j'avais lu aussi et que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un récit d'épouvante, un récit d'horreur. En conseil, on pourrait largement dire, est-ce que vous avez envie de vous mettre dans un récit un peu terrifiant, un peu noir, un peu dark. C'est clairement ça. Moi, je me suis complètement transportée, voir ce Batman complètement métamorphosé, qui ne suit plus sa ligne directive, qui n'est plus du coup lui-même, et qui essaye de trouver d'autres moyens, et des moyens qui normalement n'aurait pas fait pour affronter cet ennemi complètement impensable. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. On va passer sur une autre lecture. J'essaie d'enchaîner rapidement ce soir parce qu'on a beaucoup de lectures, hein, vous l'aurez vu et vous l'entendez. Et je vais passer la parole à Pelli qui se cache depuis tout à l'heure, on ne l'entend pas trop. Oui, Pelli, est-ce je que tu peux t'écoute. nous parler de Batman Anarchy? Oui, alors Batman Anarchy, donc faut savoir que c'était sorti sur les New 52. Exactement, c'est C'était un du récit qui date détective, de c'est cette ça, période. c'était du détective comics. Donc bon, là encore, ça fait partie de la fameuse vague d'Urban Comics de réédition des détectives comics des New 52. Donc pas trop de problèmes à ce niveau-là. Attends, je regarde juste mes notes. Désolé. Ah, je Hop. t'ai pris par surprise, hein. Ah, sur celui-là, ouais. Du coup, au scénario, on retrouve Francis Manapoul avec Buccellato. Et au dessin, Francis Manapoul aussi. Alors moi, personnellement, j'adore le dessin de Manapoul. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment Ouais, un c'est dessin classe, ouais. magnifique. Tout en couleur en plus, on le voit sur la cover. Et donc là, on tombe vraiment dans une enquête, on tombe vraiment dans du détective comics pur et dur, c'est à savoir une enquête policière. Donc on a Harvey qui enquête
sur la multiplication de symboles anarchiques partout dans Gotham. Et du coup, avec Batman, ils vont remonter à une filière de meurtres qui se passe sur les docks. Et donc voilà, ils vont devoir combattre le fameux vilain Anarchy. J'en dis pas trop parce que ça s'enchaîne assez vite parce qu'en fait à la base c'était un mini arc de quatre issues Ouais, ok. qui était Ils l'ont en complété deux avec quoi parties. du coup? Parce qu'il est plus gros que ça, Du le... coup il y a Detective Comics 30 à 34 et on a aussi la fin de l'arc qui compte Detective Comics 37 à 40. Donc en fait il se fait en deux parties. D'accord. Donc là il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de numéros. Et c'est Le plutôt une bonne dessin, lecture du coup par rapport à ce mois-ci ou... c'est oui, c'est sympa si vous aimez bien Francis Manapoul, c'est vraiment cool. Pareil, si vous aimez le vilain Anarchy, c'est super cool. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la lecture indispensable. C'est pas l'arc indispensable de Detective Comics sur New 52. Après, par contre, je leur dis au dessin, c'est vraiment impressionnant. Le scénario, oui, ça se lit, hein, ça fait vraiment très Detective Comics enquête. Mais voilà, c'est pas non plus la lecture que je conseillerais à fond ce mois-ci. Ok, d'accord. Ok, Voilà. ça va, ça s'entend. Je sais que Siegfried l'a lu aussi, et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose rapidement. Ouais, j'aimerais juste faire remarquer que, enfin, moi j'adore Anarchy. Je vais même consacrer quelques pages dans mon livre sur Batman. Et justement, pour moi, c'est un comic qui n'est pas du tout pour les gens qui aiment Anarchy, parce que bon, c'est pas l'Anarchy canonique. Là, c'est un personnage qu'on ne connaît pas qui prend le masque Mhm. d'Anarchy et D'accord. qui n'a en fait aucune revendication anarchiste. Et c'est un peu tout le problème, c'est qu'on utilise pendant tout le comics des manifestations populaires pour plus d'équité, contre les privilèges, enfin quelque chose qui finalement est assez intéressant et assez politique. Et finalement, on se rend compte que que les gens ne, non, non, que les gens font du chaos pour le plaisir de faire du chaos, qui sont en fait tous manipulés hypnotiquement, et qu'en fait, ce sont des bons petits citoyens, très sages, qui n'ont aucune envie de manifester. Et donc politiquement, il y a quelque chose d'extrêmement malsain, je trouve, dans ce comics, où en fait on D'accord. montre que quand le peuple manifeste, c'est juste qu'il est hypnotisé, mais sinon tout le monde adore la société telle qu'elle est, alors que leurs revendications étaient a priori plutôt légitimes. Et cette anarchie qui poursuit sous le masque de l'anarchisme, en fait, une petite vengeance privée, casse complètement, je trouve, tout l'intérêt qu'on peut porter au personnage d'anarchie. Donc à part pour les dessins de Manapool, qui sont effectivement assez superbes, l'histoire, je la trouve assez catastrophique, en fait, avec une fin qui est vraiment très très plate, et c'est vraiment très dommage. Finalement, on a beaucoup de pistes qui ressemblent à ce qu'on va retrouver ensuite dans le White Knight de Sean Murphy. Et évidemment, il faut lire D'accord. le White Knight de Sean Murphy qui pousse ces idées-là, Qui pour certaines de ces le idées à leur coup paroxysme. Hein. est quand même bien fait. Beaucoup mieux, en Qui tout pour cas, de le ce point de vue-là, oui. Ouais, pour le coup, il était hyper bien. J'enchaîne rapidement du coup avec Alex. Je te laisse la parole sur Birds of Prey Rebirth tome 1. Et si je me trompe pas, ça reprend ce qui était sorti en kiosque chez Urban, non? Oui, ça va pas du tout. Ok. Enfin, en fait, quand j'ai vu ce comics, j'avais pas tout de suite compris que c'était ce qu'on avait lu au kiosque auparavant. Et du D'accord. coup, j'étais T'as fallu contente. Je me combien suis de dit, oh, pages? il y a les deux premières. les, les deux premières. Je me suis dit, il y a un truc qui est très bizarre. Et parce que je les avais eu en J'ai tête. l'impression de déjà vu. Bien. Ouais. Et en fait, ils avaient fait exactement la même chose. Ils font toujours la même chose avec Teen Titan. Pareil, la Oui, série tout à pilote. fait, oui. Là, ils la refont. Il y a le tome 2 que j'ai vu qui sort en janvier. Il y avait eu le tome 1. Et je me souviens qu'avec Aliénor, du blog, pareil, on s'était fait avoir. Donc, ça va être un peu redondant parce que je me souviens que j'en avais parlé et en podcast et en article. Euh, Moi, je pense que plutôt le débat est pourquoi on nous remet des comics qu'on a déjà lus en kiosque. Alors oui, le kiosque est mort et du coup, est-ce qu'on veut refaire des ventes en cartonné, sachant qu'en plus, Là, le Bird of Prey sort en février. de toute façon, typiquement, c'est parce que le film Bird of Prey va Oui, sortir. Hein. C'est voilà. juste ça, à des Euh, fins marketing. Hein. C'est oui, clairement oui, ça. Hein. mais sachant C'est qu'ils vont faire possible, ouais. des choses, hein. En Sachant qu'il y a janvier, beaucoup de Birds of Prey qui arrivent en janvier. Hein. En il y janvier, a, il il va y y a, avoir un tome sur chaque Février même. personnage. ouais, Non, non, c'est en il va y janvier, avoir, fin janvier. ouais, Janvier, ouais, bah janvier. c'est le 20 janvier, il va y avoir un tome pour chaque perso. Bon, voilà. Mais après, en soi, sur le récit même, c'était super bien. C'est vraiment très intéressant pour connaître les Birds of Prey, connaître
comment elles fonctionnent en team, ensemble, comment elles fonctionnent chacune de leur côté, comment elles se complètent et comment parfois c'est difficile, avec des bonnes trames scénaristiques, des ennemis intéressants. C'est très intéressant pour les connaître. Je pense que ça sera beaucoup mieux que de voir le film. Je suis méchante, mais c'est déjà mon Ok. avis. Ah, mais je ne décourage pas de voir ce film qui, Non, non, je vais y aller malgré aussi. Les gens qui disent oui. ces défauts qu'il pourra avoir seront assumés, entre guillemets, donc Ouais, à la limite, je dis pourquoi pas. Mais bon, enfin bon, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat et on va enchaîner sur la dernière lecture du mois et on va faire très très vite parce que j'en profite pour teaser le lancement d'une nouvelle rubrique et on va peut-être le lancer du coup avec ce récit-là qui s'appelle Heroes in Crisis de notre fameux Tom King, dont on a finalement pas arrêté de parler ce soir. Et l'idée de notre prochaine rubrique, c'est de faire un duel avec des avis qui s'opposent, avec un pour et un contre, ou un oui, un non, etc. Et on va inviter les lecteurs à voter sur ce créneau-là et voter sur quelle idéologie, on va dire, qui se dégage des deux contreparties, il se rapproche le plus, sachant que pour ce récit-là, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a Alexandra, Siegfried et Peli qui participent. C'est ça? c'est ça. Yes. Tout à Ouais. fait. Alors, du coup, on va pas trop parler de ce récit puisqu'on en parlera dans notre nouvelle rubrique qui pourra prendre un petit peu de temps à être lancée. Mais bon, l'idée c'est quand même qu'on la retrouve sur le site à un moment donné. On va peut-être profiter des fêtes pour avancer sur le sujet. Et je vais laisser la parole donc à Peli qui a pas trop parlé sur les récits pour rapidement nous présenter le récit et ensuite on enchaîne sur les sorties du mois à venir rapidement et puis sur notre débat. Du coup, rapidement, Heroes in Crisis, c'est l'un des gros events qui était prévu par DC en 2018 ou 2019, je sais plus, c'est toujours un petit décalage. Il me semble que c'était 2018 du coup. Tout simplement, parle du sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est un lieu de repos pour les héros ou même les vilains qui ont complètement dégénérés, qui ont besoin d'un soutien psychologique. Voilà. On en a déjà entendu parler dans le Batman de Tom King et il me semble Detective Comics aussi, si je dis pas de bêtises, mais vraiment rapidement, une ligne peut-être. Voilà, il n'y a jamais eu vraiment d'explication concrète sur ce que c'était. Et donc là, on nous présente en fait un combat entre N'en dis pas Harley trop, n'en Quinn. dis pas trop, hein. Ouais, je vais essayer de. Alors, on nous présente un combat entre Harley Quinn et Booster Gold, pardon. Donc parce qu'apparemment il s'est passé quelque chose dans ce sanctuaire et donc voilà, au fur et à mesure, l'enquête va être menée durant tout le récit. On va en fait suivre d'un côté la Trinité, donc Superman, Batman et Wonder Woman qui vont mener l'enquête, et de l'autre côté Booster Gold et Harley Quinn qui chacun de leur côté vont aussi essayer de mener leur enquête sur ce qui s'est passé là-bas. Ok, très rapidement, Du coup, bonne lecture, très bonne lecture, pas bonne lecture. je suis assez partagé. Je suis assez partagé parce que les Ah, il faut dessins que sont super. tu... Ouais. C'est le scénario aurait pu être super cool parce qu'on traite d'un sujet vraiment très intéressant, à savoir comment ça s'appelle, les troubles du comportement. Le syndrome Mince, les post-traumatique, voilà, merci Saito. PTSD. Voilà, tout à fait. Je cherchais ce terme-là. Donc c'est vraiment un sujet super intéressant. On aurait pu, Tom King aurait largement pu approfondir. Malheureusement, c'est vraiment passé en surface, je trouve, et c'est vraiment dommage parce que ça aurait, pour moi, c'est ça qui aurait fait la beauté du récit. Et au final, on passe sur ça. Ok, ok. Bon, j'arrête là. On en reparlera dans notre nouvelle chronique qui va se lancer sur le site. Et j'enchaîne donc rapidement sur les sorties du mois à venir. Qu'est-ce qui vous botte? Siegfried, est-ce que tu as vu ce qui allait arriver pour le mois enfin, ce qui est sorti en fait pour le mois de décembre, parce qu'on enregistre, je rappelle, le 17 décembre. Et du coup, c'est déjà sorti. Qu'est-ce qui te hype le plus pour les sorties du mois de décembre? J'ai pas du tout regardé, Ça- donc j'avoue que je n'en Ah, sais ok. absolument rien. Ok, alors je te laisse regarder et je donne la parole à Alexandra rapidement. Juste, tu dois en donner que un seul. Que un? Il y Ouais. en a deux. Ok. Non, non, juste un. Euh, The New Frontier.
DC New Frontier de Darwin Cook, effectivement. C'est vrai que c'est une réédition, mais c'est un grand classique de l'univers DC. C'est énorme. Je l'ai fini là et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est magnifique. Peli, pour toi, ça sera? Pour moi, sans aucune hésitation, la réédition de Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross. Là aussi, on parle d'un grand classique qui est réédité avec de Mark Waid et Alex Ross. Ça, c'est magnifique. Il y a des bonnes lectures quand même en décembre. Siegfried, est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil? Oui, je viens de regarder et j'attends rien de particulier. Enfin, évidemment, le Kingdom Come, mais parce que je le connais par cœur, qui fait partie de mon corpus de thèse et que c'est un comics dont je ne manquerai pas de dire tout le bien que je peux quand j'en aurai l'occasion le mois prochain. Mais j'attends pas forcément l'édition en volume puisque je l'ai déjà en anglais, mais c'est évidemment un volume vers lequel tout le monde doit se précipiter. Effectivement, c'est juste magnifique. Et moi, j'aimerais juste soulever la sortie du Batman The Dailies, tome 1, qu'Urban édite et qui va reprendre les premiers strips de comics qui ont été dessinés par Bob Kane et par Bill Finger, donc dans les années 40, et qui va reprendre un petit peu ces strips-là dans un recueil. Donc, je suis assez curieux de voir à quoi ça ressemble, de lire ça. C'est vachement old dans l'esprit, mais ça me tente bien. Si je peux mettre un tout petit mot, j'ai commencé et c'est vrai que c'est très vite. Hein. C'est très old school, mais c'est un très beau parti pris de l'éditeur d'Urban Comics d'avoir investi dedans et de remonter vraiment aux origines pures et de montrer Bob Kane qu'il est pas mal décrié par Bill Finger, etc. Mais bon, c'est super de remettre son travail en avant comme ça. C'est très bien. Sachant qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment fait tous ses strips, hein, mais... Ah, on en parlera dans le mois prochain. Oui. Ça, c'est hashtag teasing. Dans mon livre aussi, hashtag publicité. Hashtag publicité, le livre de Siegfried Wurtz, exactement, qui est le Chevalier Noir. Du coup, j'ai perdu le fil de mon truc, mais on va enchaîner sur le première partie de notre partie sur des débats. Et la première partie va être consacrée à Joker 2, qui a été évoqué par le je sais plus. La Warner Bros. Ouais, la Warner, non, je crois que c'est un plus petit peu tout le monde, hein, ouais. Les journalistes l'ont évoqué. Donc je pense que ça fait pas mal parler, donc je voulais qu'on évoque rapidement le sujet. Ça sera pas une grosse partie, mais ça sera assez court, et du coup, Mo, comme je sais que t'as pas eu trop de paroles, vas-y, tu peux te libérer et tu peux dire tout ce que tu penses par rapport à, alors, juste pour présenter le truc, l'idée c'est que Joker 2 aurait été mis en production, en pré-production, on en a parlé, ça a été démenti, oui, non, un peu, on sait pas, et donc l'idée c'est que il y ait peut-être un jour une suite au film Joker avec Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips. On a dit déjà dans ce podcast tout le bien qu'on a pensé du film Joker avec Joaquin Phoenix. Mais est-ce que ce Joker 2, cette suite, serait une bonne idée selon toi, Mo? Moi, je pense que ce serait une mauvaise idée dans la mesure où... Enfin, ce serait une mauvaise idée. Après, on ne sait pas ce que pourrait donner ce film-là, donc on peut pas vraiment se donner un avis sur un film qui n'existe pas encore. Mais en tout cas, toute la stratégie de la Warner pour le film Joker, c'était d'en faire vraiment un stand-alone, c'est-à-dire vraiment un film qui allait se suffire à lui-même et qui n'aurait pas justement qui dérogerait en fait à toutes les lois, toutes les normes qu'on a un petit peu sur les films du genre super-héros, c'est-à-dire des films qui ont des suites, des films qui amènent aussi à des possibles crossovers. Des films avec des budgets vraiment dantesques et également voilà avec donc vraiment pour avoir aussi un objectif de toucher un large public et du coup d'avoir le maximum de chiffre d'affaires à l'arrivée. Donc là le Joker en fait toute la stratégie et toute l'image qu'a ce film là c'était le fait que le Joker 1 suffira à lui-même et il n'y en aura pas d'autres. Donc là s'ils doivent s'ils persistent sur cette idée là de faire ce film là, de faire cette suite, ce serait vraiment quelque chose de vraiment très osé, et d'autre part ce serait quelque chose je pense que ce serait énormément difficile à faire dans la mesure où en partant du principe que
le Joker se terminait avec une conclusion qui était en plus une conclusion satisfaisante, hein, qui ouvrait peut-être le champ des possibles, mais avec quand même une fin qui restait satisfaisante. Comment tu vas faire pour redonner une intrigue et redonner un dynamisme à un film qui était très bien conclu dès le départ. Voilà. Moi, c'est la question dont je me pose. Pour moi, c'est le Joker 1, le Joker suffit à lui-même et a pas besoin de suite, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, le Joker, voilà, c'est un film, comme tu l'as dit au début, il était construit pour être tout seul. Donc en fait, pourquoi vouloir à tout prix faire une suite? Mais après, encore une fois, c'est le business qui parle. C'est-à-dire que le Joker a été un énorme Exactement. succès. Il a franchi la barre du milliard de dollars au box-office, donc forcément, ça fait parler. Et d'ailleurs, ils ont interrogé après coup le réalisateur, Todd Phillips, qui a répondu par rapport à ça. Voilà ce qui se passe concernant une suite. Joaquin et moi en avons parlé, et pendant qu'on faisait le tour du monde avec les exécutifs de chez Warner, en allant à Toronto, à Venise pour tous les festivals, bien sûr, on est assis à table et ils disent des trucs comme « Alors, avez-vous pensé à une suite ?» etc., etc. Mais si on parle de contrat pur, il n'y a pas de contrat pour nous pour même écrire une suite, et on n'a pas demandé à Joaquin d'être dans une suite. Est-ce que ça arrivera? Encore une fois, je pense que l'article en question n'était que le reflet d'attente, au Bien mieux, sûr. de la part des fans. Bien sûr. Est-ce Bah ouais. que C'est totalement ça. qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que il y a un peu de langue de bois, ou est-ce que vraiment il y a vraiment rien du tout de fait par rapport à ça et que ça risque pas d'être mis au bout du jour? Ce qui était caractéristique du Joker, c'est que aussi ce film-là n'avait pas énormément d'attentes, c'est-à-dire on était vraiment on était dans une attente, mais une attente passive. Il n'y avait aucune exigence de la part du public et on ne savait pas à quoi on allait s'attendre justement dans ce film-là. Là, je pense que Todd Phillips aussi, il essaye de baisser un petit peu la pression parce que à partir du moment où les gens commencent à demander une suite, c'est qu'ils commencent à avoir des exigences comme un cahier des charges un petit peu interne là, où on se dit ouais, on aimerait voir telle chose, on aimerait voir Harley Quinn, on aimerait voir peut-être le Joker rencontrer Batman ou Bruce Wayne au moins qui a grandi, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, on commence vraiment à avoir un film de commande. Et à partir du moment où tu as un film de commande, là, on est vraiment attendu au tournant. Et je pense que aussi Todd Phillips Et essaie là, ça sent la d'éviter ça. merde. Voilà. Et je pense qu'il essaie d'éviter ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Et justement, par rapport à ça, c'est un petit. Enfin, est-ce que c'est ton avis, toi aussi, Alex? Je sais que tu vas nous quitter après. Je dévoile un peu, mais tu vas nous quitter avant le débat sur Snyder. Non. Ça vient Je de te laisse nous un peu quitter, la tu vas parole. mourir. Il y a quelqu'un qui a sauté de son balcon. Mais t'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Tu penses que c'est une bonne idée, cette suite à un film de Joker? Là, tout de suite, de but en blanc, non. Parce que le Est-ce que tu Joker, serais hypé par l'idée de voir une suite? je sais même pas, en fait, parce que le problème, c'est que Même si tout on de suite, on t'annonce qu'il va y a dire, Joaquin Phoenix? bah ouais, parce que il est magnifique en son unité. C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie aujourd'hui de me revoir le Joker, le revoir au cinéma ou chez moi ou dès qu'il sort en DVD, que de voir une suite. Et je pense que ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on là, on n'est plus du tout dans une optique Marvel où il y a une suite, où il y a une continuité, ou même ce que fait le DCU, c'est que le Joker brut comme ça, c'était beau, c'était fort, c'était inspirant. J'ai ni envie de le lire en comics, j'ai ni envie de le voir en série, j'ai juste envie de me refaire ce film. Ça n'emmène pas en plus la fin du Joker tout de suite. Ne les tente pas, ne leur donne pas l'idée de le faire en comics parce que ça Non mais va arriver. alors, s'ils nous écoutent et qu'on est si connus de ça, on Oui, va aller. Todd Phillips nous écoute avec Joaquin Phoenix tous les mois. Bah alors, coucou, hello. Version English, s'il vous plaît. Donc, j'en ai pas envie, j'y ai même pas pensé. Et quand j'ai vu qu'il y avait des annonces du 2, je me suis dit, oh non, pourquoi? Et après, il faut pas non plus trop parler de ça parce qu'il n'y a pas eu de scénario, il n'y a pas de vraie annonce. Non, il y a rien du tout. Quoi. D'ailleurs, Je pense qu'il faut se mesurer aussi par rapport à ça. Il y a peut-être une hype si forte parce que le film était génial et que du coup, ça fait longtemps que en tant que fan de DC, on n'a pas ressenti ça au cinéma.
Tu vois, je pense que voilà, ça fait beaucoup de buzz du côté Marvel avec Infinity War, etc. C'était cool hein, aussi, je suis allée les voir. Mais on est tellement heureux d'avoir eu un si beau produit qu'on se dit faut qu'on continue et comme ça a super bien marché, on va faire un Joker 2. Non, attendez de voir ce que ça va se passer avec Batman. Ça peut être super cool. Et je pense qu'il faut le laisser. Enfin, même si on propose quelque chose de bien, il faut laisser la beauté de ce film en tant que en Un tant que film chose. indépendant. Ouais, exactement. Et pas faire Joker 1, 2 et 3, et faire des suites. Parce que justement, pour aller un peu plus loin dans le débat, le réalisateur Todd Phillips, encore lui, avait présenté un projet en fait un projet plus global par rapport au film Joker, parce que l'idée de départ, et là je le cite, c'était: j'avais présenté 3 pitchs au départ à Warner Bros. Avec Joker pour moi et 2 autres films réalisés par 2 réalisateurs différents. Je n'ai pas franchement envie de dire de qui il s'agissait. Si je le fais, ça deviendra quelque chose d'officiel et les deux seront obligés de s'exprimer dessus, alors que je leur en ai jamais parlé. C'était juste une idée que j'avais et je n'en ai parlé qu'au studio Warner Bros. Cela dit, je pense toujours que c'est une bonne idée. Mais je vais être honnête avec vous. L'argument qu'ils m'ont présenté, enfin, ce n'était pas vraiment un argument d'ailleurs, grosso modo, ils m'ont dit qu'on n'avait pas besoin de créer un label pour ça, que ça ne valait pas le coup de se donner tout ce mal, que quand ils auraient envie de faire un autre film de ce genre, à savoir un film indépendant, voire A-rated, ils le feront, comme pour Joker. Je comprends cette logique, mais je pense que ça aurait aussi pu être très cool d'en faire quelque chose de plus gros. Quel est ton avis sur ça, Pelli? Euh, Franchement, je trouverais dommage qu'il fasse un deuxième film. Je trouve Et, que et une idée de label comme ça, avec d'autres films sur un Joker 2, ou même qui peut intégrer d'autres personnages qui pourraient avoir à leur tour un non, parce que standalone, j'en sais rien, mais... à la base, bon, même si c'est pas comparable parce que c'est des films complètement différents, Todd Phillips, il avait fait la trilogie des Bad Trip et franchement, quand on regarde le premier était plutôt bien, vraiment bien, je trouve, et les deux autres, franchement, on sentait que c'était forcé. Je suis d'accord. Ça n'avait aucun intérêt. Voilà, le 2 ressemble au 1 à copier-coller, sauf que c'est dans un autre pays. Et le 3, franchement, on sent que c'est le troisième parce que voilà, les deux C'est un films ont essoufflement, cartonné. le Voilà, 3. c'est Ouais. ça. Donc franchement, si je pars de ce principe-là, j'ai envie de dire Todd Phillips sur Joker 2, non, parce que si c'est pour que ça finisse comme ça, c'est pas la peine. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus, on n'est pas des vaches à lait. Voilà, c'est pas parce qu'on a aimé le film que forcément, voilà, on va foncer pour voir un Joker 2. Après, quand bien même... là, pour l'instant, J'aurais beau gueuler sur ce Joker 2, s'il sort, je pense que je serai le premier à le voir. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Pareil, mais le souci, c'est que j'aurais tellement peur que ce soit une déception et qu'au final, ça me ferait dire, bah non, bah, ça servait à rien. Pourquoi ne pas se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire un très bon film qui, singulièrement, est parce que ça énorme. pourrait rapporter beaucoup d'argent d'en faire un deuxième, en fait. Alors à ce moment-là, fais un autre film sur un autre personnage. Je veux dire, un film sur Mr. Ouais, Freeze, c'est ce que disait par exemple Todd Phillips en disant que pour lui, il avait l'idée de faire 3 films et 3 films indépendants les uns des autres et sur d'autres Ça serait personnages. génial, ça. Alors j'imagine Ça que serait ce serait pas génial. forcément Mr. Freeze, mais j'imagine peut-être Lex Mais ce que je veux Luthor, dire, tu vois, c'est j'en que sais quand rien. même, on a la chance, Après, d'avoir un univers Batman où les vilains sont quand même assez singuliers, où il y a des histoires qui sont quand même assez sympas. Franchement, tu peux prendre n'importe quel vilain du monde de Batman et tu peux faire un film, il n'y a aucun souci. Siegfried en parlait tout à l'heure, l'épouvantail, il y a une origin story sur l'épouvantail qui est à creuser quand même aussi. Il y a plein de personnages comme ça qui sont à creuser. le pingouin aussi, ça serait Le super. pingouin. Ce serait bête de s'attarder sur le Joker, même si son Joker est très bien réussi, ce serait bête de s'attarder dessus. Donc Après, pour Joker numéro 2, non. Justement, quand on a interrogé l'acteur Joaquin Phoenix par rapport à ça, il a répondu que lui, il était partant pour si jamais on lui demandait un jour de faire un deuxième Joker, d'interpréter un nouveau Joker, lui il serait partant. T'en penses quoi, toi, Siegfried, par rapport à ça? Alors déjà sur la forme, moi je ne m'oppose pas du tout à ce qu'il y ait une suite, parce que je me dis, bon, plus il y a de films, plus on a de chances d'avoir de bons films, et surtout j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse avoir une continuité alternative, qu'à côté d'un DCU qui a un peu de mal à se reformer, on est des suites qui appartiennent à différents univers.
Ouais. Moi, pour moi, ça permet de développer différentes unités esthétiques et c'est pas plus mal. Sur le fond, je constate juste que tout le monde décriait le 1 en disant « Ah, le Joker ne doit surtout pas avoir d'origine, ça va être catastrophique, et maintenant, c'est le meilleur film de tous les temps. » Donc, je me dis aussi, plus on va dire plus on va décrire le 2 et plus il va être bon. Enfin, finalement, on ne sait jamais à quoi le film va ressembler. On a reçu un assez bon démenti sur le premier film. Moi, je l'ai bien aimé sans être bouleversé. Du coup, je me dis, on verra bien pour la suite. Je l'attends pas particulièrement, mais j'en ai pas particulièrement peur non plus. Et pour rebondir sur ce que disait Pelli, moi, j'ai préféré Very Bad Trip 2 à Very Bad Trip 1. Et largement. Donc, je me dis, Moi, oui, donc- c'est vrai que le 2 est... donc- oui. bah justement, parce que il est copié-collé au 1. Mais justement, parce que dans le copié-collé au 1. et justement, parce que dans le premier, il posait des concepts, et que dans le 2, il n'a plus besoin de poser ses concepts, et il peut aller directement au but. Et je me dis que la suite du Joker peut aussi éviter tous les écueils du premier, qui était la représentation du peuple, des classes défavorisées, qui était vraiment très lacunaire et très gênante, parfois même malsaine dans le premier film, pour aller directement aux actions du Joker, et ça peut donner quelque chose de très intéressant pour la suite. Donc, comme j'ai dit, je l'attends pas particulièrement, mais s'il se fait, j'irai le voir avec plaisir, et je ne m'y oppose pas et je l'approuve pas particulièrement. Enfin, on verra bien. Moi, tout me va. De toute façon, on n'aura pas vraiment le choix, mais c'est vrai que c'est pas mal d'en discuter dans le sens où c'est quand même un film qui a fait beaucoup parler et le fait qu'on ait un film qui s'annonce tout seul et qui, au vu de son succès, devient un film qui peut être une franchise un peu plus grande, ça fait toujours réagir. Bah, d'autant que les premiers avis de ce débat, c'est quand même la Warner, parce que du coup, ça leur permet vraiment de voir où est le public, si le public veut une suite ou n'en veut pas. Donc c'est aussi pour ça surtout qu'il est intéressant, je trouve que chacun donne un peu son avis, parce que ça permet à la Warner de jauger un peu à quel point ça peut être pertinent et ce qu'ils pourraient éventuellement faire s'ils en font une. Eux évidemment ont très envie, mais ils vont pas le faire si personne n'est partant. Mais tout à fait. Et quand on parle d'avis des fans, la Warner devrait entendre ceux de la fameuse release The Snyder Cut, puisqu'ils sont nombreux à la réclamer depuis des années, depuis 2 ans maintenant. On va enchaîner sur cette partie-là, cette fameuse Snyder Cut. Je crois que c'est le moment où on va dire au revoir à Alex. Au revoir. Au revoir Alex. Au revoir Alex. Tu es trop jeune pour ce débat, Alex. Tu es trop jeune pour parler de la Snyder Cut. Va te coucher. Courage. Laisse parler les hommes. Tu vas te calmer, toi. Je rigole. Ok, bon, sur ces belles paroles, on va enchaîner sur notre débat sur le fameux Snyder Cut. C'est vrai que c'est un gros débat depuis très longtemps. Depuis 2 ans maintenant, depuis la sortie du film. Un film qui aura déçu de nombreux fans. Moi, je me compte là-dedans. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Et c'est vrai que ça a été quand même plutôt décevant dans son ensemble. Mais la hype s'est relevée ces derniers jours avec notamment quelques posts sur les réseaux sociaux avec le fameux hashtag Release the Snyder Cut qui a été posté par les acteurs eux-mêmes. Alors, par certains réalisateurs, mais aussi par les acteurs eux-mêmes du film, c'est-à-dire Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher. Ray Fisher aussi, oui. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été quand même, ça a relevé un petit peu, ça a remis au goût du jour ce débat-là. Est-ce que pour toi, Mo, t'as une grosse hype autour de cette Snyder Cut? Est-ce que tu aimerais un jour vraiment la voir, cette Snyder Cut? Tu sais, ce sont ces genres de rumeurs et ce genre d'engouement. Ça fait un peu partie des légendes qu'aiment bien se créer les fans en fait de films. Quand tu vois, je sais pas, par exemple, t'as eu Justice League il y a eu un Justice League dans les années 2000 qui a pas été réalisé. Je crois que c'était celui qui a réalisé Mad Max qui devait le réaliser aussi. George Miller. George Miller, pardon, voilà. T'as eu Superman Lives de Tim Burton également qui n'a pas eu lieu. Et du coup, il y a eu un documentaire sur ce film-là. Il y a plein de choses qui donnent ce goût d'inachevé aux fans et qui ont envie, même si effectivement le film n'est pas abouti, que la version de Snyder ne sera pas complète et ne sera peut-être jamais complétée complètement, comme c'est le cas de le dire. Et ben, je pense qu'il y a quand même des fans qui méritent, qui se disent mériter de voir au moins ce qu'aurait pu être peut-être l'un des meilleurs films enfin le meilleur crossover, en tout cas l'un des meilleurs crossovers de films de super-héros. Voilà. Donc tu te comprends là-dedans, toi? Moi, je peux comprendre dedans parce que je suis quand même curieux de savoir ce qu'aurait pu être le film
qu'aurait sorti Zack Snyder, quoi, s'il avait eu vraiment la main sur tout. Et il y a aussi cette grosse frustration, moi, quand j'ai vu ce film là de Joss Whedon, voilà, parce il a repris le flambeau pour la production et la réalisation de Justice League. J'ai eu vraiment cette frustration de me dire, franchement, c'est pas ce film enfin, je devais normalement. Ce C'est film pas devait ça pas. qu'on m'a promis. Voilà, c'est pas ce qu'on m'avait promis d'une part, et d'autre part, le film devait pas être comme ça, j'en suis sûr. Et du coup, moi, j'ai jamais pu vraiment rentrer dans ce film Justice League parce que pour moi, c'était pas le produit final, c'était le produit qui a été modifié par la production et par l'arrivée d'un réalisateur qui a repris le projet en cours de route, parce que le précédent réalisateur, Zack Snyder, l'avait quitté aussi également. Donc, je suis vraiment curieux de voir ça, même si effectivement je me fais pas trop d'illusions là-dessus, comme quoi voilà, je pense pas qu'on verra quoi que ce soit financièrement ce que ça devra engendrer, et également de devoir ressortir, de devoir refaire le montage, etc. Je pense pas que la Warner ait le temps de réaliser ça. Je pense qu'on verra ça il faudra attendre un petit peu le temps un petit peu long, dans le temps long, on verra comment Ouais, ça, ce que ça, alors, mais tu pas vois, dans l'immédiat. ça me fait penser au début, tu parlais des films qui n'ont pas eu lieu alors qu'ils avaient été un petit peu teasés, mais qui n'avaient même pas commencé leur production. Par exemple, le Superman de Tim Burton ou le film de George Miller. Ouais. T'avais Là, comme c'est encore t'avais différent parce que c'est un vrai projet qui a été lancé, qui a été tourné, qui est passé en post-production, et c'est après la post-production, entre la post-production et la sortie du film, que ça a commencé à dérailler. Donc c'est encore quelque chose un petit peu plus particulier, tu vois. En fait, oui, c'est que le fait, c'est que là, en plus, là, ils ont sorti même carrément un site internet, là, TheSnyderCut.com, où ils te disent qu'effectivement, il y a plus de 3 heures de bande, en fait, de film qui a été tourné par Zack Snyder. Et en plus, cette théorie et cette demande, cette envie enfle parce que Zack Snyder, lui, a aussi cette malice par tous les mois de sortir en fait des photos, de Tu, sortir un petit peu, de lancer un petit peu tu m'as des... devancé, ouais, tu m'as devancé Pardon, parce que excuse-moi. justement, Zack Snyder, il continue de teaser sa Eh Snyder oui, Cut eh oui, comme un chien, quoi, on peut eh le oui. dire. Mais en même temps, Euh, il y a de l'ego aussi dedans, c'est-à-dire que le gars, bon, après il s'est barré pour des raisons personnelles, mais il y a aussi cette volonté au niveau du créateur de montrer que voilà, si ça avait été moi, le film aurait été nettement mieux. Et du coup, il aime bien teaser ça parce que il se sent soutenu quand le public et le casting en plus le soutiennent, comme quoi ils veulent voir vraiment un Snyder Cut. oui, parce que lui, il affirme que le film enfin, le film serait prêt à 90%. Il manquerait juste quelques effets spéciaux. Ouais. Oui. C'est ce qu'il dit. Après, Oui. voilà, j'ai pas vu les bandes. Alors oui et non, parce que Snyder a mis des photos des bandes de la Oui. Snyder Cut. Alors je Bah sais moi pas aussi, trop ce hein. que c'est. Ben, mon disque dur Euh, de 1 Tera et je voilà, diffuse il la s'écrit Snyder Cut, Snyder voilà. Cut dessus et voilà. Mais bon, il aime bien jouer avec ça. Il met un peu d'huile Ouais, sur le feu. Il a même déclaré que sa version du film était même meilleure que le Flashpoint, par exemple. naturellement, oui, oui, Voilà. oui. Donc, il aime bien annoncer des trucs et il continue, comme tu dis, tous les mois, voire tous les 2 semaines, sur ses réseaux sociaux et notamment sur le réseau social Vero, qu'il utilise beaucoup, Mm. à Que ajouter personne n'utilise. que personne n'utilise. Je crois qu'il est tout seul. Mm. Euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'engouement et puis là, avec les acteurs qui ont mis ce hashtag. Pourquoi les acteurs ont d'un coup là décidé de mettre le hashtag à ton avis? Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi par rapport à ça, Siegfried ou Mo, Pelli? Siegfried. Par rapport au fait que les acteurs aient mis le hashtag, Ouais, tu vois une raison qui pourrait les pousser à mettre, à partager ce hashtag-là alors qu'ils sont sous contrat avec Warner Bros. Hein, Enfin, est-ce que juste pour dire, tu sais, Vas-y. c'est un petit peu c'est ça le principe de la viralité, hein. Quand tu vois le Ice Bucket Challenge, ça remonte, hein. Le Ice Bucket Challenge, c'était des anonymes qui l'avaient fait au départ. Et puis Ouais. par la suite, bah, ce sont des personnes un peu plus connues qui l'ont repris. Et je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une question de viralité. À partir du moment où tout le monde se transmet l'info et tout le monde, et ça commence à devenir tendance, ça touche l'oreille, ça touche comment dire, le fil d'actualité des célébrités, des principaux concernés, et forcément, il suffit que Zack Snyder aussi leur touche 2 mots, et voilà, ça fait partie, tu fais partie comme ça d'une communauté. Donc voilà.
Moi, j'aurais tendance à dire quand même ils ont dû recevoir un feu vert de la Warner parce qu'on les a pas entendus, ils ont pas bipé mot pendant 2 ans, et là, tout à coup, ils ont commencé à partager ça, et je les vois mal faire ça, alors qu'effectivement, ils sont sous contrat de la Warner et que ça peut être un motif de rupture de contrat. Oui. Soutenir une version alternative contre la version officielle et contre la continuité telle qu'elle s'établit en ce moment, ça peut être un motif de rupture de contrat pour la Warner. Donc je me demande s'il n'y a pas une manière aussi pour la Warner de teaser, parce que vous savez qu'il y avait eu la rumeur que le Snyder Cut pourrait être diffusé sur la plateforme HBO Max à Ouais, ce moment. alors Oui, ça, c'est vrai. C'est ouais, vrai, C'est c'est vrai. donc ça a été, c'est une ça a rumeur, été démenti, assez mais vague. bon, Ouais, ça a été démenti un peu timidement quand un peu même. timidement, exactement, Mais Ouais. exactement. est-ce que forcément dire release de Snyder Cut veut dire qu'on est contre la version de Joss Whedon? J'ai pas l'impression que, étant donné que, enfin, j'ai pas l'impression il y ait quelque chose de négatif sur ce hashtag-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense Ouais, pas qu'il y ait quelque chose à craindre de dire release de Snyder Cut. Et je pense que si la Warner les laisse faire, c'est que soit d'une part, bah, effectivement, ils se sentent pas atteints par le hashtag, ou d'autre part, ils ont tellement rien à craindre sur le fait qu'ils diffuseront pas le film qu'ils peuvent laisser les gens dire ce qu'ils veulent. De toute façon, bon bah, de toute façon, eux, ça ne changera pas leur ouais, politique et mais leur lignée. tu trouves pas que ça serait un peu se discréditer? C'est-à-dire que, parce que s'ils ont fait ça, de retravailler cette Snyder Cut, de changer la vision complète qu'avait Zack Snyder de son film, Mm. c'était un peu pour dire, non, mais en fait, on peut pas aller aussi loin que ce que tu as comme vision, Zack. En gros, donc nous, il faut qu'on change on va profiter du fait que tu sois plus sur le projet pour changer d'orientation, retravailler les scripts. Il paraît que 90% du film a été modifié. Mm. Et Oui. on va carrément tout revoir et ressortir un autre film qui au final est le film tel qu'on l'a vu. Est-ce que le fait de refaire machine arrière 2 ans après comme ça, c'est pas une façon aussi de se discréditer par rapport aux fans, par rapport aux gens qui ont travaillé sur le projet initial, comme Zack Snyder, etc. En fait, si tu veux, j'ai pas pour avoir suivi le film, pour avoir suivi aussi du début jusqu'à la fin, etc. Et même par la suite, je n'ai entendu personne vraiment défendre ce film-là, en fait. J'ai vraiment, même Joss Whedon, je l'ai jamais entendu sur le fait que Justice League, le film qui est sorti là de ses mains et voilà modifié, est une grande fierté. J'ai jamais entendu ça de Joss Whedon. Et comme si effectivement il est venu pour rendre service, pour apporter sa vision un petit peu, mais sans pour autant se faire d'illusions sur la qualité du film au final. Donc il y a vraiment personne, à part le casting qui était là forcément en promotion, il y a vraiment personne qui a fait une énorme promotion, a vanté les mérites de ce Et film-là. même le casting, je me rappelle encore, il y a des mèmes de Ben Affleck sur le casting, Mais encore oui, pire que au niveau de BVS, tu vois, ça carrément. commençait à tourner parce qu'on voyait que ça allait. Bon, après il y avait peut-être ses problèmes d'alcool qui revenaient, bon, ça c'est Oui. encore un autre problème, mais je veux dire, on mélange peut-être tout, mais je Mais, veux dire, mais tu vois, même le casting, on le sentait pas à fond derrière le projet, tu vois ce que je veux dire? voilà, mais c'est pour ça que justement c'est là où la communauté de fans intervient, et c'est là où il y a ce mouvement de communauté là-dessus qui va sur le sens du Snyder Cut. C'est que effectivement là il y a un engouement pour se dire bah écoutez, là franchement on sait qu'il y a un raté, et c'est limite on vous pardonne Warner. Il y a pas, c'est pas grave, vous avez fait avec les moyens du bord et vous avez essayé de faire d'avoir votre stratégie ou quoi que ce soit, mais en tout cas je pense qu'il y a une opportunité de vraiment montrer ce qu'aurait pu être, enfin ce qu'est vraiment la création donc de Zack Snyder. C'est pour ça que les gens tiennent à ce qu'il y ait ce Justice League original, on va dire, comment aurait dû vraiment être Justice League. Peut-être que aussi ça aurait pu changer la vision ensuite du DCU par la suite. T'as eu le Don Quichotte de Terry Gilliam que tout le monde attendait depuis maintenant une quinzaine d'années là, qui est finalement sorti, et les gens étaient quand même un petit peu déçus parce qu'ils avaient fantasmé sur ce projet-là. Et je pense qu'également ça fait partie du fantasme aussi de ce Snyder Cut. C'est vraiment on est en train d'idéaliser. Il y a des gens qui commencent à idéaliser cette version-là en disant que vraiment cette version devait Exactement. être parfaite. Exactement. Et Et c'est ça vrai arrange tout le qu'au monde. final, est-ce qu'elle plairait aux fans, cette version? Non. Est-ce qu'elle Non. plairait aux fans? Parce que, on l'idéalise, comme tu dis, on la demande tous. Alors, on a fait un sondage sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram. Et grosso modo, ce qu'il en ressort avec à peu près, 250 votants, c'est qu'on est à peu près à 85%. Non, j'ai des bêtises, 75% dans la moyenne, sur tous les réseaux sociaux, 75% qui sont pour que la Snyder Cut soit dévoilée et Bien qu'on sûr, puisse la voir. bien Donc sûr. c'est quand même un gros pourcentage, ça fait quand même 3 personnes sur 4. Et
Au final, je me demande quand même si la Snyder Cut était vraiment sortie telle qu'elle devrait être lors de la sortie du film, ou si on la sort un jour, peut-être. Elle plairait vraiment aux fans, parce qu'au final, c'est une vision qui est quand même très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude, tu vois, on a l'habitude de Zack Snyder, hein, j'allais dire Scott Snyder, petit lapsus. On a l'habitude de Zack Snyder qui nous sert des trucs un peu différents avec son Superman, avec son Batman dans le BVS, etc. Avec le Robin qui est mort dans la Batcave avec le costume. On sait que c'est un Robin qui est mort. Et, il a dit que c'était, il a annoncé lui que c'était Dick Grayson, le Robin mort, et non pas Jason Todd. D'accord. On a un Batman qui est assez meurtrier entre guillemets, hein, qui va pas de main morte. Et surtout, il voulait finir avec la possibilité que Batman soit tué à la fin de son diptyque autour de la Justice League. Que Batman serait sacrifié. Donc c'est quand même beaucoup de choses que les fans auraient pu ne pas trop apprécier. Enfin, moi je sais que dès qu'il y a des trucs un peu qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait toujours un peu grincer les dents auprès des fans. Donc est-ce qu'elle aurait vraiment plu cette version-là, la Snyder Cut? Je pense même pas que la question c'est de savoir si ça va plaire ou pas. Je pense que les gens veulent juste ont juste cette comment on appelle ça, cet esprit de se dire ouais bah qu'il y a eu un acte manqué, voilà. Il y a eu quelque chose qu'ils ont manqué. La version qu'ils ont vue n'est pas la version complète. Il y avait des scènes en plus même dans les bandes annonces où il y avait plus de Barry Allen. On voyait aussi il y avait une éventualité effectivement ou bien même une certitude que Zack Snyder l'avait dit comme quoi il y aurait une apparition de Darkseid. On a vu aussi Superman avec le black suit. On avait pas mal de choses. Superman avec la moustache, pardon, ça c'est on l'a eu. mais voilà, tu sais, t'as plein les gens, je pense, moi je suis curieux juste de voir à quoi devait ressembler normalement le film de Zack Snyder. Et je pense pas que ce film sortira, mais je pense que ce film fera l'objet comme des films qui n'ont jamais eu lieu, les projets qui n'ont jamais eu lieu. Je pense que ça fera l'objet d'un documentaire ou des trucs comme ça, avec des scènes inédites qu'on verra. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui la demandent. Hein, je le disais tout à l'heure, mais juste pour en citer quelques-uns, il y a Steve Rebou sur Facebook qui nous disait que c'était pas juste une question de 2 scènes qui étaient changées, c'est tout un film et un univers entier qui a été différent. Donc c'est vrai que on l'attend, mais en plus de ça, tout a été modifié dans la version qu'on a vue nous, donc c'est même plus cohérent par rapport à ce qui a été présenté avant dans Man of Steel ou BVS, tu vois. Ouais. C'est vraiment un film qui a été totalement, comment dire, c'était complètement, ça a été complètement washé, ça a été complètement délavé, quoi, par la main des producteurs, quoi. Tout à fait. Et comme tu le disais toi, on a Amo sur Twitter qui est de ton avis, qui disait que a priori c'est trop tard pour lui. On verra sans doute jamais la version de Scott Snyder, de Zack Snyder. Je vais pas y arriver. De Zack Snyder. Tu vois, je pense que ce film déjà, d'une part maintenant, s'il sortait maintenant, je vais pas dire que ça aura aucune utilité, mais je veux dire, il y aura aucune influence sur les films prochains, parce que maintenant les prochains films, Wonder Woman, Aquaman l'a fait également, ne prennent pas trop en compte ils essaient de rester indépendants au final. Voilà, reste indépendant maintenant. Ils ont pris une autre stratégie, la Warner. Ils veulent vraiment orienter artistiquement leur film d'une autre manière. C'est pour ça que je pense que la meilleure façon maintenant de satisfaire tout le monde, c'est d'avoir un film, un documentaire, encore une fois, qui pourrait dire ce qu'aurait été la version de Zack Snyder. Parce que là, maintenant, sortir la Snyder Cut, ça voudrait dire aussi, sans doute, faire encore des modifications, se remettre enclencher encore du budget pour le montage, pour certains effets spéciaux, pour certaines... On annonce 10-20 millions d'euros pour finir le montage du projet. Quand bien même on va supposer qu'on fait il y a du crowdfunding et que les gens ont déboursé assez pour pouvoir avoir justement ce projet-là, qui te dit que la Warner voudra justement sortir les moyens pour pouvoir faire en sorte de faire une version de film qui contredirait peut-être même, qui rentrerait totalement dans une autre orientation artistique que les films qu'ils sont en train de faire en ce moment même. Imagine
le pire des scénarios, imagine cette version plaît encore plus avec une ouverture sur des histoires à potentiel que les fans désiraient. Ça contrecarrerait tous les plans de la Warner actuellement, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que, justement, parce que, quoi qu'on en dise, Scott Snyder, je vais pas y arriver, hein. Zack. Zack Snyder, Zaki, Zaki, de son prénom, qui mettent des posts sur les réseaux sociaux avec le hashtag Release the Snyder Cut ou pas, les droits de ce film-là, de cette version-là, ben, ils appartiennent au studio, ils appartiennent à Warner Bros. Et qu'ils le veuillent ou pas, sans leur accord, il n'y a rien qui sera diffusé. Oui, après je pense que ça doit. Alors je sais pas s'il y a des clauses ou des trucs comme ça, mais généralement au bout d'un certain nombre d'années, tu as. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc après un certain nombre d'années, il y aura peut-être une possibilité de faire en sorte que la Warner lâche certaines images pour pouvoir après effectivement la montrer au public, quoi. Mais je pense que il va falloir attendre pour faire en sorte d'avoir au moins d'avoir les réponses à nos questions. Ah voilà, à quoi ressemblerait une Snyder Cut, quoi. Oui, ben, ça me fait penser, il y a un projet comme ça sur Superman, je sais plus lequel, mais qui justement avait été retravaillé, je crois que c'est Superman 3 ou 4, qui avait été retravaillé et qui est ressorti donc dans sa version Director's Cut, Ouais. Director's Cut, genre 25 ou 28 ans après. Ouais, Euh, je crois que c'était Superman 2, je suis pas sûr, mais 2 peut-être, ouais. Donc Là, tu vois, comme on c'est disait, on parle de quelques ajustements. peut-être que dans 30 ans, on aura droit à la Snyder Cut. Là, pour Superman 2, là, c'est quelques ajustements qui avaient été faits. Mais il y a Oui. quand même, je crois que c'était quand même. Parce que là, on parle d'un film en entier. Hein, Ah là, on parle on parle de tout autre beaucoup film. plus. Oui, oui, non, mais bien sûr. Là, Oui, ça n'a Toute jamais. proportion, Enfin, toute proportion gardée. Mais bien bon, je veux entendu. dire, justement, ce tu que je vois. connais, j'en ai jamais entendu parler d'un film qui est sorti et quelques années après, on ressortait le même film mais complètement différent. Ouais, non, Ouais. mais justement, tu vois, juste quelques modifications, ça a déjà pris 28 ans ou 25 ans pour la sortir. Tu crois que la Director's Cut de Zack Snyder sortira un jour? Là, je sais pas. Je pense il sortira pas en tant que film. Je pense pas qu'il sortira en tant que Ouais, film. Il c'est sortira vraiment, toi, tu vraiment en pars tant vraiment que sur d'un reportage dessus, carrément, de truc, carrément. Avec Snyder qui va parler de comment il voyait le film, à quoi ça devait rendre, et puis Ah, pourquoi mais ça n'a pas été fait. là, on va être hyper hypé encore de ouf et au final, pour rien, quoi, tu vois. Bah oui, mais oui, non, mais alors à partir du moment là où tu mets un documentaire, tout le monde est content. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a au moins enfin, Snyder peut dire à tout le monde ce qu'aurait été son film, et puis les fans peuvent se rendre compte ce qu'aurait été le film également. Et puis, ça va calmer aussi les esprits dans la mesure où les gens vont pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que là, ils ont du mal à, on va dire, à faire le deuil de ce projet-là. C'est-à-dire on leur a dit que le projet de Snyder est mort, mais ils n'ont pas encore vu le corps, quoi. Donc ils sont pas encore, les gens ne sont pas encore en train de réaliser que ce film n'aura pas lieu. Donc il faut, je pense, montrer des images et montrer un petit peu tout ce qu'aurait dû être ce film-là pour enfin calmer les esprits et aller de l'avant, quoi. Parce que je te dis, hein, les gens sur la Snyder Cut, ils vont pas lâcher l'affaire, hein. Ça va s'arrêter pendant un moment, ça va revenir à des périodes données quand il y aura d'autres crossovers ou des films d'essai, ou bien dès que Snyder postera des images ou un vêtement qui aurait été dans sa version, et ça va repartir de plus belle. Donc je pense que pour Oui, calmer les comme esprits, on a eu là le mois dernier, avec les nouvelles photos qu'il a dévoilées et voilà, les hashtags dévoilés par les acteurs, quoi. voilà, avec le disque dur là et tout ça là. Tout ça. Ah, bah oui. Mais Le disque dur. ça fait partie des légendes comme ça qui arrangent tout le monde et qui arrangent aussi le créateur du film, quoi. Lui, il doit être super content de se dire, bon, il y a des gens qui pensent à ma version et personne ne pense à la version de Joss Whedon. Tout le monde pense à la version qu'aurait été la version de La version Zack de Snyder. qui? De Non, mais je rigole, je rigole. de Joss Whedon. Tout le monde s'en fout de Joss Whedon. Voilà, tu vois, les gens n'en ont plus rien à faire. Maintenant, les gens veulent savoir, Zack Snyder, dis-nous tout, quoi. Bah oui, oui, non, mais moi le premier, je serais hypé de ouf si ça devait sortir demain ou qu'on puisse le télécharger ou qu'on puisse le voir ou qu'on puisse voilà le visionner d'une façon ou d'une autre, quitte à ce que les effets spéciaux ne soient pas terminés, mais qu'on puisse vraiment apprécier à sa juste valeur le film qui devait être, même si en plus de ça, ce sera même pas un film qui viendra clôturer quoi que ce soit, puisque c'était censé être un film qui devait se dérouler en 2 ou 3 parties, donc. Ouais. Voilà. Mais Enfin, c'était le début d'une seras... intrigue qui devait se dérouler sur 2 ou 3 films, donc. Carrément. Qui te dit que tu seras satisfait?
de ça. Parce que Non, mais justement, non, bien sûr, c'est ce que le je disais problème, tout à c'est l'heure. comme tu disais, ça devait être le premier film d'une trilogie. Mm. Donc, partant de ce postulat-là, dans le premier, tu installes ton univers, donc il y aurait eu plein de questions en suspens dont des réponses seraient arrivées dans le numéro 2. Donc pour moi, le Snyder Cut, ça sert à rien de l'envoyer. Justice League a été décevant, point, allez, c'est parti, voilà, tant pis, ça a été une Envoyer déception, Robert tourne la Pattinson page. et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça, on passe à la suite. Là, c'est Ah. resté dans le passé en se disant, et j'ai envie de voir la réaction des gens. Et si le Snyder Cut les déçoit, on fait quoi? On demande quoi? Le Jean-Pierre Cut? Mhm. Tu demandes quoi JP, après? Non, mais tu Mais- vois ce que je veux dire. Si le Snyder Cut n'est pas suffisant pour eux, après on passe à quel niveau? Moi, je pense que si le Snyder Cut est nul et que les gens le trouvent nul, les gens ne regretteront pas d'avoir vu ce film-là. Ils vont se dire, bah, voilà, en fait, ça aurait été nul, en fait. Donc, finalement, qu'il soit pas sorti, c'était pas plus mal que ça. C'était pas si mal que ça, quoi. Qu'il ne soit pas sorti. Ça va, je pense que ça est-ce va que juste. ça peut être plus nul que ce qu'on a eu? Je sais pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux Parce pas que là, te le dire. pour le moment, on a vu la bande-annonce. Dans les bandes-annonces, il y avait une majorité de ce qu'avait fait Snyder, c'est ça? Oui, oui. Voilà, on est Ouais. d'accord. Ensuite, on a vu quelques photos, voilà. Mais qui nous dit que la seule chose intéressante qu'on va voir, c'est ce qui était dans la bande-annonce et les photos. Le reste, on sait pas ce que c'est. Le reste, ça se trouve, ça n'a C'est aucun toujours sens. pareil. Après, Voilà. on peut toujours suivre. Il y a pas mal de personnes Voilà. qui, en regroupant les infos, en regardant, il y a des threads sur Twitter qui sont hyper intéressants. Mais est-ce que c'est des fantasmes? Voilà. Est-ce que c'est des scénarios Pour moi, fantasmés? pour moi, ce Voilà. Snyder Ou Cut, est-ce que c'est vraiment ça? pour moi, ce Snyder Cut, ça va devenir une chimère chez Warner et chez DC. Voilà, le Snyder Cut, bam. Là, ils en profitent parce que, du coup, on parle de Warner, on parle de Scott Snyder. Je pense que les acteurs, le fait qu'ils aient balancé Zack le hashtag, Snyder. Zack c'est un, Snyder. Toi Zack, aussi, t'as dit merde, Scott. Zack, merde, désolé. Mais c'est à cause de toi. Je pense que les acteurs, le fait qu'ils aient balancé ça, alors est-ce qu'il y avait une une clause de confidentialité dans leur contrat qui faisait qu'au bout de 2 ans, boum, ça s'arrêtait et derrière, ils ont pu le faire? Ça m'étonnerait, mais Oui, parce que je c'est sais vrai que pas. c'est pile 2 Moi, ans après la typiquement, sortie du film, quand même. voilà, Moi, je veux rien dire. de Mais... mon point de vue à moi, c'est juste que j'ai l'impression que là, ils se disent, tiens, il y a Wonder Woman qui va sortir, ce serait bien si on mettait une petite dose de, tiens, d'ici. Et au fait, il y a le Snyder Cut, mais vous savez qu'il y a Wonder Woman qui va sortir bientôt. Wonder Tu vois Woman, le il petit sort truc? dans un moment, quand même. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le fait de se dire, tiens, allez, et est-ce qu'on reparlerait pas de DC et de Warner? Tu vois? Ouais, non, c'est sûr. Moi, je le vois de ce point de vue-là. Et après, pour les acteurs, je pense qu'il doit y avoir une clause de confidentialité dans leur contrat qui fait qu'au bout de 2 ans, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Je pense. Je vois que ça. Parce Ouais, que, c'est possible, c'est comme on possible. disait tout à l'heure, s'ils ont une signature avec Warner, comment t'expliques qu'ils pourraient tous balancer ça? C'est pas pour leur bon plaisir, parce que là, c'est un aveu aussi. Jason Momoa qui a carrément annoncé il avait vu la Snyder Cut. Donc, Voilà. Et après, qui voilà. nous dit, et enfin, Jason, je t'envoie mon adresse email, tu me l'envoies. et pour terminer, je dirais que si ça se trouve, des événements du film de Snyder Cut, de la Snyder Cut, va changer totalement ce qui s'est passé après. Parce Exactement. qu'entre-temps, on a eu Suicide Squad, c'était avant ou après Justice League, je sais pas. Avant. Avant, Ouais. on a eu Aquaman entre-temps, on a eu Wonder Woman, on a eu quand même pas mal de films derrière qui se sont faits. Mais après, je préfère vous dire à tous maintenant la Justice League, le film La Justice League n'est plus canon. C'est terminé. Je veux dire, C'est fini, il est passé aux oubliettes, quoi. C'est-à-dire que maintenant, t'as Warner Woman 1984, t'as Aquaman qui ont passé la Warner et DC. DC films sur un autre sur un autre univers, sur un autre niveau. Maintenant la Justice League, c'est plus une question maintenant de savoir d'intégrer Justice League dans le canon de DC films. C'est vraiment juste d'être curieux sur l'aspect du film. Donc il y a plus d'enjeu en fait sur ce film. Ouais, mais pourquoi ne pas complètement dire on arrête parce que ça devient un peu confus justement. Pourquoi ne pas dire on arrête? On arrête mais quoi? pourquoi on arrête le DCU, on arrête complètement et on fait pas parce que là ils disent on arrête Justice League, OK, ça compte pas trop, nanani nanana, mais en fin de compte, on fait un Aquaman 2 qui est toujours avec le même acteur, on fait Wonder Woman 2 1984 mais qui est le deuxième toujours avec la même actrice. Ils ont annoncé là cette semaine en plus un film standalone sur Flash avec le même acteur qui est Ezra Miller.
Donc, il y a quand même Black des Adam choses. aussi. De quoi? Black Adam aussi, qui est annoncé depuis un certain temps, mais Exactement. mais qui Alors, se lui, confirme de plus en plus. voilà, lui aussi. Ah mais il sort l'hiver prochain, je crois, hein, l'hiver 2021, un truc comme ça là. Oui, c'est ce Ouais, il que est dit pour l'instant, annoncé, ouais. ouais. Il a été annoncé. Parce que, Juste ouais, avant il est, Shazam 2, oui. ouais. Donc, voilà, il y a quand même tout ça. Et Shazam qui fait partie aussi de cet univers. Enfin, je veux dire, c'est comme s'ils assumaient pas l'univers, mais on continue à faire des films dans cet univers avec ces acteurs-là, tu vois. Au Alors lieu ça, de dire Non, on repart à ça zéro et on prend fonctionne. d'autres acteurs, tu vois ce que je veux dire? T'imagines la perte que ce serait s'ils faisaient un Aquaman 2 mais sans Jason Ah, Momoa, mais le nombre de pourquoi pas personnes qui est faire allé voir. un autre truc, quoi, tu Mais vois? oui, alors mais par ça c'est par pareil, tu perds un peu des gens. Regarde par exemple le flot de critiques que tu prends sur le Batman avec Robert Pattinson, alors qu'on ne sait même pas ce que va donner le film, hein. Et tu vois, t'as changé l'acteur de Batman et boum, ça y est, tu te prends un flot d'insultes. Enfin, après d'insultes, le je vais fort. Après, le fait est que aussi, enfin, je comprends très bien ta problématique en fait. Le truc, c'est que c'est vraiment, il y a eu un changement de gouvernance Ouais. entre Batman v Superman, Justice League et également après Justice League. Il y a eu un avant et après les Justice League. Ils ont changé de gouvernance et l'orientation artistique n'était plus la même. La première orientation artistique était vraiment de créer un crossover à la Marvel et du coup de faire des films en standalone pour ensuite emmener sur un des crossovers finaux. Et en fait, la stratégie a été carrément maintenant pas inverse, mais en fait, de s'attarder plus sur les personnages dans standalone sans chercher à les connecter forcément. Et en fait, on part de la fin de Justice League. En fait, même limite Justice League, on peut pas l'effacer de la mémoire des spectateurs, mais on part du principe que maintenant, les films après Justice League ne vont plus forcément impliquer une Ouais, connexion entre les univers. d'accord, ouais, ils sont complètement indépendants. Ils sont Voilà, devenus voilà, indépendants exactement. de Donc, leur côté, mais bon, je veux dire, c'est quand même bizarre après les avoir réunis, tu vois. bah, en fait, on Comme les a s'ils réunis. assumaient pas, en fait, tu vois. C'est pas ça, c'est que finalement cette formule-là n'a pas marché. Donc maintenant ils ont juste changé de fusil d'épaule et du coup avec en plus pareil avec Shazam, ils ont vraiment ils commencent à créer même ils créent même pas un univers, même s'ils ou bien ils le font peut-être indirectement, mais en tout cas ils le font beaucoup plus méticuleusement et avec plus de patience. Donc maintenant ils utilisent d'abord avant même de faire un crossover, ils veulent vraiment développer des personnages dans leur univers respectif avant de pouvoir chercher de les réunir. Et je pense que là-dessus, c'est une stratégie qui est très bonne, d'une part, et qui ne devrait pas compromettre l'élection, enfin le casting qui a été choisi. Parce que Gal Gadot, elle a très bien marché. Jason Momoa, finalement, ils ont très bien fait de faire un film Aquaman qui reprendrait donc Jason Momoa parce que ça a très bien marché. Le film à Shazam aussi a bien marché également. Et du coup, ils sont partis sur une formule totalement différente en étant un peu plus libre de la création et pas justement d'être dirigé par un projet de réunir tout le monde, mais plus un projet qui ferait que chaque réalisateur pourra emmener leur vision. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire justement avec Matt Reeves aussi pour Batman. Ils essaient vraiment de créer leur propre univers sans chercher derrière à connecter tout le monde. Et c'est Ah pour ça ouais, qu'ils non, sont mais tout plus à fait. et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus libres à te créer un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, parce qu'au moins comme ça, il n'y a pas on cherche pas d'unification ou quoi que ce soit. Et je pense que cette stratégie, elle est d'autant plus judicieuse qu'elle a donné en plus Joker, pareil, sur le même Ah oui, non, principe. mais cette stratégie, je suis hyper d'accord, mais justement, j'ai l'impression que c'est un peu un système un peu, tu vois, un peu bancal dans le sens où on n'efface pas la stratégie d'avant totalement, et en même temps on lance une nouvelle stratégie et on conserve un peu de l'avant pour la mettre Ouais, dans une nouvelle stratégie, tu vois, c'est ça qui me gêne un peu. bah, ça Effectivement, on s'éloigne peut-être un peu du débat du soir qui bah, était sur la Snyder Cut, mais mais la Snyder Cut, on peut le dire, c'est-à-dire que en fait en fait c'est dans une optique on appelle ça des soft reboots en fait. Ce sont des reboots qui te oui, permettent de oui. rebooter la franchise sans tout changer. Voilà, c'est pour ça qu'aussi il y aura aussi le Suicide Squad qui va sortir par la suite. Mais Tout à fait. c'est pour ça que d'ailleurs grâce à ce soft reboot, le fait de montrer la Snyder Cut pour moi elle est totalement possible et aussi elle est totalement souhaitable parce que elle n'aura aucune conséquence sur, enfin a priori, elle n'aura aucune conséquence sur l'univers artistique de DC Films par la suite. Donc tu peux la sortir la Snyder Cut, mais par contre faut quand même montrer aux gens que cette Snyder Cut ne compte pas
dans l'histoire, dans la hiérarchie, dans la chronologie de ces films dès à présent. Et c'est pour ça que je pense que la stratégie de faire un documentaire serait la plus amenée, parce que on partirait directement avec le recul de principe que la Snyder Cut n'a aucune influence sur la chronologie des DC films par la suite. Tout à fait. Je pense que c'est une belle conclusion à cette partie, à ce podcast. Je pense qu'on va conclure sur ça. Du coup, ben, Warner Bros, je sais que vous nous écoutez, hein, bien sûr, comme tous les mois. Toujours. Donc, le message est passé. Il nous coupe même. Il nous coupe, hein, on a eu des coupures. Donc... il nous censure, les bougres. Et donc, c'est une mauvaise expression. Bref, sur ce, Warner Bros, écoutez, release the Snyder Cut, on l'attend toujours avec impatience. Le Snyder Cut qui deviendra un mythe bientôt. À ne pas confondre avec le Bat-Mythe. Mais bon. Sur ce, je pense qu'on va conclure. Je commence à dire des bêtises. Merci. Merci Maud d'avoir été là ce soir. Et je t'en prie, c'était un plaisir. Un plaisir. Toujours un plaisir de t'accueillir avec nous. Merci Siegfried, merci Penny. Merci à toi d'avoir si bien géré 2 heures d'enregistrement. Si bien, je ne suis pas sûr, je fais de mon mieux. Merci surtout à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Je sais que la Snyder Cut nous tend les bras, elle arrive bientôt, perdez pas patience. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, que ce soit sur les avis lecture du première partie, sur le film Joker 2 ou sur la Snyder Cut dans les commentaires de la vidéo ou de l'article, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao. Bye. Salut, bonne fête.